J'habitais la Normandie et Claude était devenu mon chanteur préféré. Et au fil du temps, il est devenu un peu plus que ça. Il a un petit peu envahi ma vie d'adolescente. Et en fait, tout au long de ces années d'enfance, je l'avais tellement rêvé, imaginé et idéalisé qu'il était presque devenu un être irréel. Et à l'adolescence, vers 15 ans, j'ai eu besoin de le rencontrer, de le voir, de l'approcher et peut-être même envisager de lui parler. Mais alors là, c'était vraiment le rêve suprême, quoi. Et je suis montée à Paris pour le rencontrer, pour essayer de le voir. Je l'attendais devant ses bureaux et Claude est arrivé, bien sûr, magnifique, très beau. Il est sorti de sa voiture et moi j'étais incapable de bouger tellement j'étais sous le coup de l'émotion. Et c'est lui qui est venu vers moi en fait. Il s'est approché, il m'a embrassée, il m'a prise par la main, il m'a posé un tas de questions auxquelles j'étais incapable de répondre. Mon nom, mon âge, d'où je venais, ce que je faisais, en quelle classe j'étais. Et je n'ai pas dit un mot, j'étais incapable de pouvoir répondre à ces questions. On a fait quelques pas sur le boulevard, toujours main dans la main, jusqu'à l'entrée de l'immeuble. Et là, au moment de se quitter, j'ai juste pu lui murmurer une phrase: Claude, emmène-moi avec toi. Et à ce moment-là, il m'a dit qu'il ne pouvait pas, bien sûr, et il m'a invité à venir le voir très souvent. Il m'a embrassé à nouveau, il m'a dit au revoir, il m'a quitté, il s'est retourné, il m'a fait un signe de la main. Et voilà, c'était ma première rencontre avec Claude. Ça a duré quoi, deux minutes à peine, mais je venais de vivre là la plus belle émotion de ma vie, en tout cas la plus intense. Et j'ai compris que ce jour-là, je pourrais difficilement m'en passer. Très vite, après cette première rencontre, j'ai réintégré ma Normandie, mon domaine de fan avec ma chambre recouverte de posters, de photos et mes disques. Mais très vite, j'ai intégré également le noyau dur des fans qui gravitaient autour de lui. Une trentaine de filles qui se relayaient jour et nuit devant sa porte, devant ses bureaux, qui se déplaçaient en même temps que lui et qui se rendaient à chacun de ses rendez-vous. Et également qui assistaient à toutes les émissions de télé, de radio et bien sûr les concerts dans toute la France. Et on se déplaçait par petits groupes et toujours au premier rang pour l'applaudir, chanter avec lui, crier, mettre l'ambiance, monter sur scène et l'aimer le plus possible. La vie d'une fan, c'est toute une organisation. Et il faut être avoir les pieds bien sur terre, être bien structuré dans sa tête et dans sa vie pour assumer et vivre cette passion correctement et sans courir de risques. Parce que la vie de fan, c'est être souvent dehors, toujours sur la route, se déplacer en stop, passer des nuits dehors, à l'attendre des heures et des heures sur un trottoir, devant un restaurant, devant son appartement. Donc c'est ponctué quand même de beaucoup de risques et de dangers. Et à côté de ça, en fait, moi, je m'organisais de la façon suivante. Je montais à Paris régulièrement pendant les vacances scolaires, les week-ends de temps en temps, et pendant 3 jours, 5 jours, une semaine, je ne faisais que le suivre. En fait, je ne voulais perdre aucune minute de sa présence et j'essayais d'en profiter le maximum. J'ai passé 2 ans parmi les fans à le suivre partout, à être vraiment au premier rang, être la plus dynamique, la plus disponible aussi, la plus dévouée. Et bien sûr, Claude ne pouvait pas ne pas me voir. J'étais là au premier rang, j'étais là tout le temps. Et j'ai fait 2 tournées d'été complètes, à le suivre de ville en ville, à être
à être là devant la loge dès qu'il arrivait, à être au premier rang du spectacle, à être à la sortie de la loge, à le suivre jusqu'au restaurant, jusqu'à l'aéroport. Donc j'étais devenue incontournable. Et au bout de 2 ans de cette vie de fan, j'approchais de mes 18 ans. Il était clair pour moi que ma vie ne pouvait se faire qu'autour de Claude, qu'avec Claude, en tout cas dans son proche environnement. J'étais loin de mes études, de ma Normandie, et il fallait que je prenne une décision, que je coupe les ponts avec l'un ou l'autre pour pouvoir construire ma vie. Et donc j'ai choisi de faire ma vie dans l'entourage de Claude et de me rapprocher de lui. À 18 ans, j'étais majeure, je pouvais diriger ma vie comme je l'entendais, donc j'ai quitté la Normandie, les études, la famille, je me suis installée à Paris. Et j'ai demandé à Claude de m'embaucher. Il est vrai que, bon, peut-être qu'il s'est senti un petit peu responsable de cette situation. En tout cas, il m'a fait confiance. Dans un premier temps, il ne m'a pas dit non. Et pourtant, je n'avais aucune expérience, aucune qualification, je ne connaissais rien, je n'avais jamais travaillé. Et c'est vrai que c'était un petit peu osé de ma part de vouloir entrer dans le domaine de Claude François comme ça, parce que c'était moi. Et j'ai osé, je lui ai demandé, il n'a pas dit non, il n'a pas dit oui. Il m'a laissé un vague espoir et je m'y suis accrochée. C'était en septembre 1975. Et en octobre, finalement, un soir, à 10h du soir, le secrétaire est venu frapper à la porte de ma chambre de bonne que j'occupais près du boulevard Exelmans, bien sûr, tout proche de chez Claude. Et il m'a juste dit, tu es toujours d'accord pour travailler chez Claude? Je dis, oui, bien sûr. Bon, bah alors tu commences demain matin, soit à l'heure précise, 10h au bureau, et tu es au journal Podium. Le lendemain, j'étais à 10h précise au journal Podium, pleine de bonne volonté, d'énergie, de dynamisme, comme on peut l'être à 18 ans. Et j'ai été affectée donc au service du courrier. Des tonnes et des tonnes de lettres à dépouiller, à lire, à classer, à trier, auxquelles il fallait répondre. Et dans un premier temps, c'était amusant. J'étais dans les murs, j'étais de l'autre côté de la barrière, mais en fait, je me suis vite lassée parce que j'avais l'impression que Claude m'échappait quelque part. Et j'ai vite déchanté en fait, et je lui en ai parlé. Je lui ai dit que j'étais malheureuse, qu'il fallait me sortir de là, et je prenais ça un petit peu à la dérision. Enfin, j'essayais de passer des messages, de me plaindre sans me plaindre, tout en gardant un certain sens de l'humour, en lui disant bon, si tu me laisses là, je vais mourir asphyxiée sous tes lettres. Moi, c'est pas ça que je veux. Ce que je veux, c'est te suivre partout. C'est ton monde de musique, c'est la scène, c'est les coulisses, c'est partager tout ça, c'est être sur les routes tous les jours, nuit et jour, pour partager cette ambiance de scène, l'effervescence des coulisses, la tension qui y régnait. Et moi, c'est ce qui m'intéressait. Alors bien sûr, quand j'ai demandé à avoir un poste plus proche de lui, parce que j'avais vraiment très envie d'être le plus proche de lui, de m'occuper de lui, de veiller sur lui, de préparer sa loge, de veiller aux préparatifs des galas, de partager son intimité dans ces moments de concentration avant chaque gala. J'en avais vraiment très très envie, et je lui en ai parlé. Il m'a dit, encore une fois, il m'a pas dit non, il m'a pas dit oui, il m'a demandé d'attendre. Il y avait quelqu'un en place, mais que il y avait un tel turnover dans son environnement proche qu'il ne fallait pas désespérer, que j'avais ma chance.
Et effectivement, en je dirais quelques semaines, ça a été très très rapide. En quelques semaines, je suis passée du magazine Podium au poste d'habilleuse. Et en fait, j'ai fait 2 galas comme assistante habilleuse. Et l'habilleuse en place, qui était une fan également, ne voulait absolument pas laisser sa place, ne voulait sûrement pas me la céder à moi, autre fan. Donc elle me tenait à l'écart et je n'avais absolument pas le droit d'entrer dans la loge. Et donc je m'occupais des musiciens au départ, des Claudettes, et puis encore, grande frustration pour moi, la loge me restait toujours fermée. Et, mais j'étais assez rusée, donc dès qu'elle avait le dos tourné, je rentrais dans la loge, je faisais un schéma, un schéma de toute la disposition de la loge, je notais tous les produits que j'apprenais par cœur ensuite. Et, et le jour J, quand il m'a appelé dans la loge, qu'il a viré l'habilleuse pour me proposer le poste, j'ai passé là un examen assez délicat et assez pointilleux. Et Claude m'a donc présenté sa loge, que je découvrais vraiment pour la première fois dans son intégralité. Et il m'a simplement dit, voilà, je me sépare donc de mon habilleuse, tu vas prendre sa place, mais avant tout, je voudrais m'assurer que tu es capable de tenir le poste, parce que je te sens pleine de bonne volonté, pleine d'énergie, d'amour, de plein de choses, mais il y a le côté technique qui me fait un petit peu peur, donc on va faire un petit test. Et il a pris un tube de crème Carita, et tu connais ce produit? Alors moi, tout de suite, fière de moi, ah oui, c'est la crème numéro 5 de chez Carita. Et tu sais où elle se range? Oui, bien sûr, dans la mallette à maquillage. Ah, ta réponse n'est pas suffisante, et en tout cas, ça ne me convient pas. Ah, alors elle va dans une petite housse qui se trouve là, juste derrière sur la table, et qu'on range ensuite dans la mallette à maquillage. Et donc quelques petites questions comme ça, des questions pièges, savoir comment nettoyer son rasoir, comment nettoyer ses brosses à cheveux, comment sécher son costume de scène pour ne pas laisser d'auréoles, faire très attention à ne pas le sécher trop près du tissu non plus pour ne pas brûler le tissu et ne pas imprégner les auréoles dans la doublure du tissu. Et donc tout un tas de petites questions techniques comme ça. Bon, certaines, je pouvais y répondre sans problème. D'autres, bien sûr, nettoyer le rasoir, je ne l'avais jamais fait. Donc, eh bien, on l'a nettoyé ensemble ce premier soir, et j'ai essayé de le rassurer tant que j'ai pu. Et finalement, à la fin d'une petite heure comme ça, il m'a dit, je crois que c'est bon, je crois qu'on va faire bon ménage tous les deux, on va bien s'entendre, et à partir de maintenant, tu es mon habilleuse, tu n'auras à t'occuper que de moi, en insistant bien sur le que de moi, et tu veilleras sur moi, sur toutes mes affaires. En fait, tout ce que je lui avais demandé, il me répétait, il me confirmait tout ce que j'avais osé lui demander pendant toutes ces semaines où j'avais espéré avoir ce poste. Et à partir de ce jour, je suis devenue le double de Claude. Je n'avais déjà pas de vie privée, mais alors là, c'était terminé. C'était vraiment, ma vie était calquée sur la vie de Claude. Je mangeais Claude François, je buvais Claude François, je respirais Claude François, je vivais Claude François. J'étais son ombre, son double, et j'étais partout. Je l'accompagnais partout. Bien sûr, alors les spectacles, les concerts, les émissions de télé, les émissions de radio, les séances de photos, mais aussi au bureau. Alors au bureau, j'avais un poste de secrétaire où un jour, bien sûr, en catastrophe, il est descendu de son bureau dans le mien. Il y avait des notes de service urgentes à taper. Je n'avais jamais tapé à la machine, mais il est venu vers moi en me disant je suis dans la merde, j'ai besoin de notes de
de service urgente. Je suppose que tu sais taper à la machine. Oui, oui, bien sûr, Claude, je sais taper à la machine. Et j'ai passé la nuit sur la machine à écrire, à retranscrire les notes de service avec l'aide du gardien Pablo. Et le lendemain, Claude était ravi, les notes de service avaient été distribuées en temps et en heure à chacun des correspondants. Donc, j'avais un peu ce rôle de secrétaire. Je l'accompagnais aussi au studio d'enregistrement le soir. Je l'accompagnais les week-ends au moulin. J'étais partout. Je m'occupais un petit peu de l'intendance, de l'appartement, du bureau, du moulin. Je faisais les courses aussi pour Claude, parce que bien sûr, Claude, artiste connu et reconnu aussi, chaque fois qu'il se déplaçait, c'était l'émeute. Donc Claude ne pouvait pas faire les magasins comme n'importe lequel d'entre nous. Et s'il avait besoin d'acheter ne serait-ce qu'un meuble de jardin pour le moulin, eh bien on faisait les vitrines la nuit en voiture, et puis le lendemain c'est moi qui allais acheter pour lui les plantes de l'appartement, les plantes du moulin. J'allais tous les mardis aux Halles de Rungis et je faisais le marché pour Claude, et j'achetais tout ce qu'il avait envie de planter dans le parc du moulin. La dernière image que j'ai de Claude, c'est le 11 mars 78 au matin. Il est 3 heures du matin. Il est dans sa chambre, je suis dans le couloir de l'appartement. Nous revenons de l'Aisin en Suisse, où nous avons fait une série d'émissions. Le lendemain, nous avons l'enregistrement de l'émission de Michel Drucker, Les Rendez-vous du dimanche. Et en fait, je dois vider les valises et préparer les valises pour la prochaine émission. Et Claude est assis sur son lit. Je m'active dans le couloir à vider mes valises. Et il a été absent 3 jours de Paris, donc il épluche son courrier, il regarde les magazines et il dicte ses notes de service. Et en fait, il y a un échange, un regard à un moment donné. Moi, je me retrouve assise sur une valise, alors que c'était pas du tout mon habitude. Et en plus, devant Claude, je me permettais jamais ce genre d'indélicatesse. Et en fait, je me laisse aller. Je reprends 5 minutes, je m'assieds, les valises sont vides, et j'essaie en fait de voir, d'envisager comment l'habiller pour l'émission de Michel Drucker. Et lui, de son côté, s'arrête de parler. Et à un moment donné, il y a un calme assez lourd, enfin un silence très lourd dans l'appartement, et je me retourne et il est en train de me regarder, et en fait c'est une histoire sans parole qui s'arrête là. En fait, notre dernière correspondance visuelle, c'est ça, c'est Claude qui me regarde, qui sourit, assis sur son lit, en pantalon noir, pull noir, chemise beige, et moi assise sur ma valise, à essayer de préparer l'émission suivante. Et c'est la dernière image que j'ai de Claude, puisque le lendemain, donc 11 mars 78, ce samedi après-midi, je suis au but de Chaumont, je l'attends. J'ai préparé la loge comme d'habitude. Toutes ces petites affaires sont bien préparées, bien rangées, avec autant de précision que d'habitude. Et Claude est en retard, bien sûr, comme d'habitude aussi, et je l'attends. Je prépare les tenues qui ont été déterminées. Je vérifie les coutures, les boutons, les fermetures éclairs, enfin mon rôle d'habilleuse. Et puis je passe un coup de fil à Claude, parce que vraiment il est très en retard, et tout le monde commence à s'activer, à s'impatienter sur le plateau des rendez-vous du dimanche.
Claude est à l'appartement, je l'appelle, je lui demande d'apporter une paire de bottines noires parce que celles que j'ai avec moi sont un peu trop habillées pour l'émission. Et Claude me dit qu'il fait beau, qu'il est sur la terrasse, qu'il profite du soleil, qu'il a pris du retard, mais que j'appelle Marquino, le coiffeur, pour annuler le soin de cheveux et que je prépare tout dans la loge pour faire le soin de cheveux sur place et gagner du temps. Et il me dit, je plonge dans mon bain et j'arrive, dis-leur que je suis bloquée dans les embouteillages, mais que j'arrive. Et vers 4 heures, vraiment, je trouve le temps très très long et je commence à m'inquiéter. Et à ce moment-là, à un moment donné, j'entends du bruit dans le couloir, donc je me rassure, je me dis que ça y est, enfin le voilà, il arrive. Et c'est pas Claude qui arrive, c'est une Claudette qui accourt et qui hurle, qui pleure, qui crie, qui nous appelle, les filles, c'est horrible, Claude est mort, c'est horrible. Et je lui dis, mais elle est complètement folle, mais qu'est-ce qui lui prend? Et en fait, la Claudette était descendue au café boire un verre, elle a entendu la nouvelle à la radio, il était 16 heures, c'était un flash d'information, et tout de suite, moi je suis descendue au poste de gardiennage des buttes Chaumont. Et là, ils avaient fermé les barrières. Il y avait déjà des dizaines de personnes devant les grilles. Et le gardien lui-même était branché sur RTL et qui repassait des vieux titres de Claude, chansons populaires, le lundi au soleil, comme d'habitude. Et tout ça en boucle. Et je me dis, mais enfin, qu'est-ce qui se passe? Changer de radio. Et il me dit, mais c'est la même chose sur toutes les radios. Vous savez, il est mort. J'ai fermé la loge. Je suis partie avec le chauffeur du camion de la loge et j'ai voulu aller voir de moi-même, vérifier l'information. Et nous avons traversé Paris à toute allure pour arriver à l'appartement qui était déjà bloqué par la police. Il y avait des barrières partout, des gens, des centaines de personnes au pied de l'immeuble. Et c'était vraiment une vision horrible. Et donc on est allé au bureau puisqu'on ne pouvait pas aller à l'appartement. Et puis j'ai attendu au bureau et finalement j'ai réussi à joindre Kathleen à l'appartement et elle m'a dit de venir tout de suite. Donc j'ai couru à l'appartement et elle m'a ouvert la porte et en fait quand j'ai vu Claude j'ai compris qu'il était plongé dans un profond sommeil et que malheureusement il m'emmènerait plus jamais avec lui et que tout était fini et que tout s'écroulait autour de moi et j'étais complètement paumée parce que j'avais toute ma vie, il avait été là, il avait guidé ma vie et d'un seul coup, je me retrouvais complètement seule, démunie, déboussolée, j'étais complètement perdue et il était là devant moi et c'était... alors que quelques heures avant, il était assis sur ce même lit, au même endroit, à me sourire. Et il y avait eu cet échange. Et vraiment, je ne comprenais plus rien. C'était l'effondrement total. C'était l'anéantissement. C'est un monde qui s'écroule. C'est toute sa vie qui fout le camp. Parce que moi, toute ma vie, ça avait été Claude. Claude est devenu une icône en fait. Hein. Donc on peut en parler même s'il n'est plus là parce qu'il est resté dans les mémoires. Et il est resté dans les mémoires pourquoi? Parce qu'il a donné tant de bonheur et de travail hein, pour le public auquel il s'adressait. Donc j'ai remis Claude François. Et Claude François marche toujours aussi bien.